Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette deuxième table ronde de la journée L'inclusion aujourd'hui, les défis de demain, organisée par la communauté de l'inclusion. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à être connectés en live et en replay par la suite. Je suis Sandrine Casse, je suis chargée de déploiement pour la plateforme de l'inclusion et je suis ravie d'animer cette table ronde qui a pour thème « Réussir ses sorties positives ». On est ensemble pour 1h30 d'échange. Je ne serai pas seule autour de cette table pour cet exercice. Des professionnels de l'inclusion ont accepté de me rejoindre pour partager leur expérience et les solutions qui fonctionnent pour eux. Je vais vous les présenter dans un instant. Au niveau de l'objectif de cette table ronde, c'est très clair. On va vous faire découvrir des solutions qui sont applicables dans l'accompagnement professionnel, vous faire comprendre les étapes à ne pas manquer pour assurer des sorties de parcours positives. Bienvenue à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais vous présenter Aurélie Lecoq. Bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable du pôle sortie positive au sein de l'ANRH, l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des personnes handicapées, pour le groupe UNEA, donc l'Union nationale des entreprises adaptées. Jessica Weinreb, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise d'insertion Au Carré. Bienvenue. Nathan Bardem, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du chantier d'insertion Le Potager de Marianne au sein du réseau Andes, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires pour le groupe SOS. Et Arnaud Denoy, bonjour. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Vous êtes directeur de la plateforme de l'inclusion et notre grand témoin pour cette table ronde. Je ferai de mon mieux. Ouais, attention. Avant de passer aux questions que nous avons préparées pour vous, je vous propose de vous tous de nous présenter votre structure et ses actions, votre rôle et vos missions au quotidien. Je vous laisse commencer, Aurélie. Merci. Effectivement, moi je suis responsable du pôle sortie positive à la NRH, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, ce qu'on disait en sortie positive, le nom est très clair. On accompagne ces sorties à la NRH grâce à une communauté de 11 chargés d'insertion qui interviennent au sein de nos entreprises adaptées. Alors, nous, on a une petite particularité quand même. La NRH, on est vraiment dans le secteur du travail protégé adapté. Donc, on développe à la NRH en fait, un modèle un peu hybride entre le modèle de l'entreprise adaptée qui va accueillir des personnes en CDI et en CDD, et on est en train d'hybrider avec le modèle de l'insertion. C'est-à-dire que grâce au CDD tremplin, on a décidé de se lancer justement dans ces sorties positives, de reprendre un peu le rôle passerelle que doit avoir l'entreprise adaptée pour accompagner les personnes à l'extérieur, à sortir de nos entreprises adaptées, et y compris à nos CDD et CDI qui le souhaitent. Voilà, bien évidemment, on garde au sein de nos structures ceux qui ne le souhaitent pas, mais en tout cas, voilà, on est tout neuf sur ces pratiques de l'insertion. Voilà, mais on est ravis de pouvoir partager avec vous tout ça. Super, on est ravis que vous soyez là. Super, merci beaucoup. Jessica ? Oui. Également, merci pour l'invitation. Donc, Au Carré est une entreprise d'insertion dont je suis la cofondatrice avec Pierre Deleforge. On accompagne des personnes qui sont éloignées de l'emploi au métier de développeur informatique et plus précisément au métier de développeur no-code, donc qui sont des outils numériques où il n'y a plus besoin de connaître de langage de programmation pour être en capacité de développer des solutions complexes. On a, pour donner quelques petits éléments, quelques repères, on a un parcours qui est le suivant. On source des personnes sur le 93 qui rejoignent une formation de 3 mois. Et à l'issue de cette formation, elles sont embauchées dans l'entreprise d'insertion en tant que développeurs sur un contrat de CDDI de 12 mois. Et avec un retour à l'emploi à l'issue de ce passage dans l'agence. D'accord, très bien, merci. Nathan ? Bonjour, merci pareil pour l'invitation. Donc moi je suis le directeur du chantier d'insertion Le Potager de Marianne. On fait globalement donc 3 choses, donc de l'insertion avant tout. Donc c'est une quarantaine de personnes qui travaillent sur un entrepôt sur le marché de Rungis, dans le Val-de-Marne. Notre mission principale au-delà de l'insertion, c'est de fournir des denrées alimentaires et notamment des fruits et légumes aux associations d'aide alimentaire qui le demandent. Et donc chaque année, c'est 1400 tonnes de denrées alimentaires qu'on distribue à travers principalement l'Île-de-France. Et le deuxième volet de notre activité, c'est de faire en sorte qu'un maximum de ces volumes proviennent d'invendus des grossistes du marché, qu'on récupère, qu'on trie et qu'on sauve du gaspillage alimentaire. Voilà, pour faire rapide. Bon, 3 très belles missions. Arnaud, je vous laisse
nous présenter l'activité, Oui. la plateforme de l'inclusion. Donc, même équipe que Sandrine, plateforme de l'inclusion. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui intéresse la plateforme de l'inclusion dans le sujet des sorties? Après tout, votre boulot, c'est de faire des outils informatiques, et notamment pour orienter des personnes vers l'insertion par l'activité économique. Et bien, en fait, on a beaucoup à voir avec les sorties positives. D'abord parce que c'est ce qui préoccupe nos utilisateurs, c'est-à-dire vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 30 à 50% des personnes qui ont été identifiées, qui ont été orientées via un de nos outils et qui n'ont toujours pas de solution au bout de 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement un problème entre l'offre et la demande d'insertion. Et ce problème, on peut le prendre de plein de manières différentes, mais si on aide les personnes qui sont actuellement dans des parcours d'insertion à retrouver un emploi durable, mécaniquement, on ouvre des nouvelles places et on permet d'offrir des opportunités à ces personnes qui nous préoccupent beaucoup à la plateforme de l'inclusion et qui n'ont pas encore de solution. Donc pour toutes ces raisons, hyper heureux d'être le témoin de cette table ronde. Bon, très bien. Merci pour ces présentations. On va pouvoir passer aux questions. Alors les questions, on a choisi de les découper en 4 thèmes. On va d'abord, vous allez nous dévoiler les bonnes pratiques qui fonctionnent dans votre quotidien, qui sont donc actionnables pour tous les professionnels qui nous regardent aujourd'hui. Ensuite, vous nous expliquerez ce que vous mettez en place une fois la personne sortie du parcours. Donc post-insertion. Vous nous partagerez des histoires et des anecdotes de sorties positives que vous avez dont vous avez pu être témoin au sein de vos structures. Et enfin, vous nous indiquerez comment vous arrivez à mesurer l'impact de toutes ces actions que vous faites. Alors Aurélie, je vais vous faire intervenir en tout premier. Quelles sont pour vous les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place et qui ont favorisé la sortie positive de personnes, et comment vous arrivez à les identifier et les renforcer dans vos accompagnements? Alors, en fait, c'est très bien. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on est vraiment tout nouveau. Donc, ce pôle sortie positive et cette volonté d'insertion, on l'a lancé l'an dernier. Et on l'a lancé de façon un peu... assez forte, en lançant des parcours de formation. Donc nous, on a bénéficié, vous savez, les EA, entreprises adaptées, bénéficient d'un budget qui s'appelle le PIC EA, donc qui est un budget pour les formations. Et donc nous, au lieu de faire former des salariés en dehors de nos structures, on a décidé de les recruter et de les former pendant qu'ils sont dans nos structures, ce qui fait qu'on a pu leur apporter un accompagnement tout au long de la formation. Et on s'est rendu compte que c'était hyper important parce que ça permettait d'éviter le décrochage pendant la formation des salariés, puisque des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, qui ont souvent eu un parcours de formation qui a été un peu chaotique, qui ont en tout cas un rapport à l'école qui a été compliqué, en tant qu'adultes, les remettre en formation, c'est souvent quelque chose de très dur, de très difficile, c'est se concentrer, c'est être face à nouveau à des problématiques. Donc nous, on a vraiment mis un accompagnement à 360, avec donc des chargés d'insertion qui les ont accompagnés tout au long du parcours, avec des entretiens réguliers, avec l'intervention de nos assistants sociaux et psychologues, puisque nous, on a cette chance-là aussi. On a vraiment cet accompagnement et ce savoir-faire médico-social qu'on a pu mettre en œuvre aussi pour l'accompagnement. Donc du coup, on a pendant ce parcours de formation levé les freins périphériques à l'emploi. Et encore, donc, ce que je vous disais, leur permettre de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout de la formation et de créer au sein de la formation aussi une dynamique de groupe avec une vraie entraide, ce qui a permis justement d'accompagner encore une fois jusqu'au bout cette formation. À l'issue, les encadrants qui étaient aussi là en périphérie, qui accompagnaient, ont récupéré les personnes en sortie de formation pour les mettre en atelier, ou en tout cas leur apporter une expérience de terrain. Donc là, voilà, on a vraiment une immersion totale des salariés directement au sein de nos structures, y compris pendant le parcours de formation. Donc il y a un suivi de bout en bout. Et donc ça, on s'est rendu compte que c'était sur l'expérience on est à 6-7 parcours de formation sur des titres professionnalisants, donc une formation de 4, 5, 6 mois, et on s'est rendu compte que c'était vraiment indispensable pour aller jusqu'au bout. Oui. Vous nous parlerez tout à l'heure, on reviendra justement sur cet accompagnement psychologique que vous avez mis en place. J'ai trouvé ça très intéressant pour les personnes que vous accompagnez. Nathan, vous, quelles sont là les 2-3 premières bonnes pratiques que vous mettez en place au sein du chantier d'insertion? Moi, j'en donnerais peut-être 3. La première, c'est avant tout
d'essayer d'être en veille un maximum sur tous les dispositifs qui existent au niveau de son territoire, parce qu'en fait on se rend compte en termes d'accompagnement qu'on a besoin parfois d'une diversité d'expertise pour accompagner sur les questions de l'addiction, du logement, de la santé mentale, de la mobilité, etc., etc. On a en interne pas forcément ni le temps ni les compétences de tout faire. Les chargés d'insertion ne sont pas forcément experts de tous les domaines, mais en fait quand on creuse et qu'on prend un peu ce temps de voir ce qui se passe sur notre territoire, on peut se rendre compte qu'il y a des dispositifs financés qui demandent à aller, en tout cas, accompagner des publics. Et donc, voilà, tout ce travail de veille, de connaissance du territoire, des acteurs en place, des dispositifs existants, je pense que c'est vraiment pas du temps perdu. On peut parfois voilà, se retrouver dans des grandes réunions où ça dure 3 heures, il faut se déplacer, c'est du temps d'accompagnement en moins, mais en fait, assez souvent, on en ressort avec des contacts, des infos et des choses. On revient avec, voilà, dans ses bagages, des choses intéressantes à mettre en place sur la structure d'insertion et en fait qui donne un vrai plus dans l'accompagnement des personnes qu'on accompagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais qu'on essaye de profiter au maximum de tout ce qui se passe. Donc on est sur un entrepôt, tout ce qui se passe sur l'entrepôt, tous les petits à côté, on va essayer d'en faire des opportunités d'accompagnement. Je m'explique, j'ai 3 exemples en tête. On a un jeune, donc on fait de la logistique alimentaire, on a un jeune, son projet, en l'accompagnant un petit peu, on se rend compte que c'est plutôt dans l'audiovisuel. Voilà. Il va falloir qu'on l'accompagne dans ce domaine-là et c'est très bien, on en est très content. Il se trouve qu'il y a un tournage vidéo qui se fait sur notre site voilà, pour venir présenter un peu notre activité. En fait, on lui a proposé, on a prévenu les équipes de tournage en amont pour lui dire voilà, est-ce que vous acceptez qu'un jeune voilà, soit à côté de vous pour découvrir un peu ce qui se passe, vous pose des questions, se renseigne, etc. Nous, on a accepté qu'il ne soit pas au boulot pendant ce temps-là et donc voilà, on lui a fait profiter de ça. Donc ça permet de nourrir un petit peu l'accompagnement. Pareil, deuxième exemple, il y en a un qui s'intéresse beaucoup au monde des animaux, au sens large, sans trop savoir encore ce qu'il veut en faire, enfin comment en faire son métier. Mais en tout cas, nous, sur les déchets, sur les biodéchets qu'on génère, de temps en temps, on enfile à des zoos ou à des refuges. Et en fait, quand le camion vient, c'est des choses toutes bêtes, mais il faut juste que le salarié, on lui dise attends, viens, il y a les gens du refuge là qui sont là. Viens leur poser des questions, et ils sauront un peu t'expliquer ce qu'ils font, leur métier, etc. Donc voilà, c'est plein de petites occasions comme ça qu'il faut vraiment réussir à saisir pour contribuer à l'accompagnement des personnes. On a des chauffeurs, quand ils partent en livraison, ils entendent qu'il y a un poste dans la structure qu'ils vont livrer. On leur dit, en fait, plutôt que de partir avec juste la palette, tu prends ton CV et tu déposes ton CV avec. Et donc, on va préparer le CV, travailler, etc. Mais donc, en fait, tu fais la livraison et tu postules à un poste. Donc, voilà, tous ces à côté. C'est indispensable, je pense, pour savoir les utiliser au maximum. Et peut-être la dernière chose, nous, il y a un outil qu'on apprend là, à utiliser de plus en plus, c'est donc la PMSMP, période de mise en situation professionnelle pour l'acronyme. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en user et à en abuser. Je pense que c'est vraiment très chouette, même si derrière ça ne débouche pas forcément sur de l'emploi dans cette entreprise, il y a toujours des choses à en tirer pour le salarié, pour nous, pour l'entreprise partenaire. Et nous, on a vu là très clairement sur 2023 des effets très positifs à l'usage de ce dispositif. On est d'accord. On ne peut qu'approuver, puisque Immersion Facilité a pris le relais de la PMSMP, de la période de mise en situation en milieu professionnel. Et l'Immersion Facilité, effectivement, est quand même un outil qui est énormément utilisé dans le secteur de l'inclusion, de l'insertion professionnelle, pour vraiment à la fois valider des idées de projets, mais aussi les invalider. Ça permet aussi de gagner du temps aussi dans les démarches pour ne pas partir vers une fausse route. Donc merci d'en parler. Effectivement, on y tient nous aussi. Très bien. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, Nathan, c'est qu'il faut être finalement à l'affût de n'importe quelle petite opportunité dans le quotidien. Pas forcément des choses très structurées, mais voilà, j'entends quelque chose, je réagis de suite, j'essaye de faire le lien, j'associe la personne à ce que je peux entendre. Okay. Entre guillemets, très opportuniste dans la démarche, c'est vraiment saisir toutes les opportunités qui existent. Il y a un dispositif qui existe, la personne peut se déplacer pour parler mobilité, hop, on va aller les solliciter parce qu'on a un sujet mobilité sur notre chantier. Voilà, tout ce qu'on peut faire, voilà, c'est de la veille, de la réactivité, de l'opportunité, il faut vraiment pas hésiter à aller là-dessus. Et généralement, les interlocuteurs autour sont très contents qu'on ait cette démarche-là, donc c'est généralement du gagnant-gagnant. Ouais. Je vais en profiter aussi, je ne sais pas, ou si Arnaud, si vous voulez en parler, c'est la plateforme Dora aussi qui permettra de pouvoir aller scanner finalement tous les dispositifs, les aides qui existent sur un territoire donné. Ouais, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que disait Nathan, c'est la notion de veille. C'est-à-dire qu'effectivement, on développe un service qui est une forme d'annuaire qui recense l'ensemble des dispositifs, qu'il est difficile de connaître quand on arrive dans le métier.
Et en même temps, quand on est sur le terrain, rapidement, les accompagnateurs et accompagnatrices nous disent ça m'est très utile les premières semaines. Et puis au bout d'un moment, évidemment, je connais mon réseau, je sais à qui m'adresser pour envoyer un tel, qui répond, qui est fiable, pas fiable. Et en tout cas, c'est un super élément de réflexion, le fait de se dire le boulot n'est pas terminé et comment on peut soutenir cette veille et vous dire sur telle thématique, sur tel frein, tel acteur est arrivé sur le territoire et si on peut vous faire gagner 2 semaines pour le savoir, peut-être que ce serait utile. Donc, en tout cas, c'est ce à quoi travaille l'équipe d'Aura et en effet, très partant pour travailler ensemble là-dessus. À dispo. Arnaud, est-ce que côté plateforme de l'inclusion, on s'intéresse aux sorties positives? Ah oui, alors je le disais, on s'y intéresse vraiment à plein d'égards. On a d'ailleurs une équipe qui s'appelle Pilotage de l'inclusion et qui essaie de faire quelque chose de toutes les données qui sont collectées, recensées, partagées par les acteurs pour qu'elles soient le plus utiles aux personnes sur le terrain. Et parmi les indicateurs que nous demandent nos partenaires, il y a cette histoire de sortie parce que c'est aujourd'hui, à bien des égards, l'alpha et l'oméga du reporting et de la manière dont on mesure l'efficacité des parcours. Alors nous, on a fait une expérimentation. On aime bien y aller par petites étapes à la plateforme de l'inclusion. Et si vous voulez, je peux vous partager cette expérimentation. C'est Abdesamad qui l'a faite dans l'équipe du marché de l'inclusion. Et alors il a essayé du coup de sourcer des offres d'emploi très qualifiées. Donc il est allé trouver 46 entreprises qui lui ont défini un besoin de recrutement urgent. Et sur ces 46 offres d'emploi, 28 concernaient des CDI à temps plein. Donc on avait cet échantillon d'offres d'emploi. Et ensuite, Abdes, puisqu'on l'appelle Abdes dans l'équipe, est allé chercher du coup des SIAE, dont on savait qu'elles avaient des personnes en fin de parcours, qui arrivaient aux 2 ans des PASS-IAE, etc. Et il leur a proposé ces offres, en essayant de croiser. Donc on a fait un petit peu le boulot pour cette expérimentation d'une agence de placement, ou en tout cas d'intermédiaire, entre l'offre et la demande d'emploi, pour regarder si on avait un rôle à jouer avec nos outils, pour faire se rencontrer le monde de l'insertion et les entreprises classiques. Et à la fin, on a pu mesurer à peu près 4 recrutements et on en tire plein d'apprentissages. Alors c'était assez décevant sur le taux de réussite et de rencontre, mais ce qui était intéressant, c'est ce qu'on a appris. D'abord, en fonction des structures, la réactivité n'est pas la même. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute un problème d'incitation, parfois, à laisser partir un salarié en insertion au moment où il commence à être utile à la chaîne de production parce qu'il a été formé. Vous parliez chez Au Carré de 1 an de formation. Et c'est le moment où c'est le plus dur de le laisser partir, alors que c'est le moment peut-être où il en aurait le plus besoin parce que lui-même est depuis 1 an et demi dans un parcours d'insertion. Donc là, il y a ce sujet d'incitation qui est hyper intéressant à creuser pour les suites de l'expérimentation et en tout cas qui nous intéresse beaucoup. En termes d'idées pour la suite, on s'est dit qu'on allait, comme on ne va pas régler le problème de l'incitation tout seul, on s'est dit qu'on pouvait cibler peut-être les structures d'insertion qui n'avaient aucun problème de sourcing et de recrutement sur leur territoire. Donc il y avait un flux continu de personnes qu'elles pouvaient accueillir et qui du coup étaient peut-être pour lesquelles c'était plus facile d'accompagner les personnes vers l'emploi durable. Et du coup, si on pouvait orienter ces 46 offres d'emploi vers ces structures en priorité, ça serait peut-être plus utile. Donc voilà, on continue à dérouler un petit peu cette expérimentation. Et en tout cas, on va regarder si on peut créer des outils ou en tout cas améliorer les outils existants pour faciliter ce travail qui est le vôtre. Super, on suivra tout ça. Jessica, est-ce que vous pouvez nous partager des exemples d'approches ou d'innovations que vous avez pu mettre en place chez Au Carré qui ont donné des résultats positifs? Oui. Donc sur l'accompagnement qu'on a, donc qui démarre avec cette formation de 3 mois avant l'embauche dans l'agence entreprise d'insertion, on fait démarrer le parcours et l'accompagnement socio-professionnel dès le début de la formation, dès le premier jour de la formation, avec à la fois un accompagnement individuel de chacun des candidats et chacun des apprenants. Donc on a des conseillers d'insertion professionnelle qui interviennent pendant la formation et c'est des rendez-vous donc, hebdomadaires, individuels sur la construction du projet professionnel, la levée des freins périphériques et tout ce qui va aider la personne à revenir vers un emploi. Donc ça, c'est un premier volet. On a un deuxième volet qui est l'accompagnement collectif. Donc on a une structure qui intervient en collectif, qui anime des ateliers avec comme objectif de reprendre confiance en soi, de permettre à ces personnes de reprendre confiance en elles. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est souvent ça, en fait, qui peut manquer. Les compétences techniques, ça prenne.
Mais voilà, c'est cette confiance en soi qui est ce petit truc qui va manquer. Et donc, on travaille avec les personnes sur, ça peut être par exemple demander des feedbacks, savoir demander des feedbacks à son manager, la communication non violente, participer à des petits cours de théâtre aussi, donc pour prendre la parole devant un groupe. Et c'est des petits challenges comme ça qu'on leur propose et qui vont venir renforcer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et la place qu'ils ont dans un groupe. Nos formations sont en 100% présentielles. C'est extrêmement important pour les publics qu'on accompagne. Vous disiez tout à l'heure, l'effet groupe, la force du groupe est extrêmement importante pour la prise de confiance en soi, pour le fait d'exister au travers du regard des autres, d'exister dans un groupe, de pouvoir aider les autres à résoudre une problématique sur un outil informatique. Oui, ça va embarquer tout le monde finalement dans l'énergie commune. Exactement. Alors que d'être tout seul, voilà, c'est plus compliqué. Ça se dépasse, il y a un vrai dépassement de soi en fait, et se dire, j'y suis arrivée, voilà, là où je pensais peut-être où c'était risqué, j'y suis arrivée. Et ça décuple C'est ça, et ils prennent une posture aussi qui est une posture d'une personne qui a une place dans un groupe. Par exemple, on avait une personne réfugiée qui venait d'Afghanistan avec des problématiques entre clans en Afghanistan. Il est arrivé en France, il a été hébergé dans un centre avec d'autres personnes qui viennent d'Afghanistan dans sa chambre, en fait, dans son foyer. Mais c'est des personnes qui viennent d'autres clans. Donc il y avait une petite bataille entre eux. Donc il n'était pas épanoui dans son environnement, c'est ça, dans son environnement personnel. Et la formation, le fait d'être présent chez nous toute la journée, lui a donné aussi cette place dans un groupe, lui a permis d'exister. Et ça l'a aidé aussi sur le fait de pouvoir ensuite quitter ce foyer et trouver un logement pour lui. Mais c'est un exemple parmi d'autres pour dire que il y a l'accompagnement socio-pro qu'on fait, mais également l'espace dans le groupe qui est extrêmement important, et bien sûr après tout ce qui est posture professionnelle avec la construction du CV, des choses beaucoup plus pratico-pratiques et classiques, mais qui sont aussi extrêmement importantes quand la personne se retrouve face à un recruteur ou même envoyer un mail. Comment construire un mail pour que ça soit professionnel et que le recruteur ait envie de rencontrer la personne. Oui. Les codes en entreprise aussi. Oui. Les codes en entreprise, parce qu'on a beaucoup de personnes qui, effectivement, alors des choses très simples, la ponctualité. C'est ce que j'allais dire, arriver à l'heure, écouter des consignes, travailler en équipe, finalement, c'est ça aussi que toutes ces personnes réapprennent au sein de vos structures. Exactement, et ça c'est hyper important. Et là encore une fois, on s'est rendu compte effectivement que le savoir-vivre ensemble. Alors non plus, c'est différentes situations de handicap avec en entreprise adaptée, le handicap est confidentiel, donc les personnes ne savent pas entre elles, donc il y a une problématique de jugement, donc il y a un savoir-vivre, accepter, ne pas juger. Enfin, voilà, c'est vraiment une expérience collective hyper importante. Tous ces échanges-là, ça me fait penser à deux choses, donc je me permets comment ça s'appelle ? On insiste beaucoup avec les salariés quand on discute avec eux un peu de leur projet professionnel. C'est vraiment en tout cas, moi, je déstigmatise complètement l'ambition. C'est-à-dire que moi, je leur dis, n'hésitez pas à être ambitieux, il faut de l'ambition pour soi, pour les autres, pour ses projets, etc. Et quand je leur demande un peu, c'est quoi toi ton projet après, j'attends même pas la réponse, peu importe la réponse qu'ils me donnent, je lui dis, non mais ton vrai projet, le vrai, celui dont tu as vraiment envie. Et assez souvent, ils me disent, oui, ok, si je m'écoutais vraiment, ok, je ferais autre chose. Et donc, à partir de là, effectivement, je pense qu'il faut... il y a certaines ambitions qui sont impossibles pour différentes raisons, et il faut savoir aussi les accompagner un peu à renoncer à certaines choses. Mais en tout cas, si on n'a pas ouvert au maximum le champ des possibles en disant non mais vraiment, si tu t'écoutes vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire, on n'est pas en capacité de les accompagner sur quelque chose qui va vraiment les faire kiffer, au quotidien. Donc voilà, moi il y a ce côté un peu ambition qu'il faut vraiment réussir à leur redonner, même si on est sur un chantier d'insertion. On a le droit d'être ambitieux quand on est sur un chantier d'insertion. Et en fait l'ambition elle vient aussi, je pense, avec la fierté. Et nous c'est un truc qu'on a fait et j'en suis assez fier quand même. Alors c'est peut-être pas possible sur tous les dispositifs, mais en tout cas chez nous ça l'est. On a réussi à ouvrir un peu notre établissement sur l'extérieur et on a réussi à accueillir des externes en immersion
Et donc, je pense à des jeunes vivant avec des troubles du spectre autistique. C'est des salariés d'une boîte Bac+5, métier du service, partenaires de l'association Andes, mais qui venaient en gros découvrir pendant plusieurs jours le métier sur l'entrepôt. C'était des jeunes lycéens qui étaient pendant 2 semaines en stage. C'était des étudiants d'HEC dans le cadre de leur parcours qui viennent. Et en fait, le fait d'avoir des gens de l'extérieur qui ne sont pas en insertion, qui ont des niveaux de vie très différents, des parcours, etc., en fait, en répercussion, les salariés ont une autre approche, une autre démarche. Effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des savoir-faire, qu'ils ont une utilité, un rôle. Et en fait, derrière, quand ils donnent des conseils à la fois aux jeunes autistes comme aux jeunes HEC, en fait, lui, derrière, il y a une vraie fierté des deux côtés. Et donc, Bien en fait, l'ouverture, je trouve, de l'établissement sur l'extérieur et cette capacité à accueillir sur des petites périodes comme ça des gens de l'extérieur, je trouve que ça contribue vraiment à la fierté et donc à l'ambition et donc à la capacité à derrière tomber sur des sorties positives et souhaitées de la part des salariés. Très intéressant parce qu'effectivement, ça permet aussi de renverser aussi le positionnement de la personne, de changer de posture et d'être en apprenant, en aidant plutôt que celui qui est accompagné. Et finalement, ça peut aider fortement à reprendre confiance en soi et apprendre même des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Quoi. On le voit, alors, nous sur l'aide alimentaire en tout cas, à peu de choses près, les salariés qu'on embauche seraient à peu près tous éligibles au dispositif d'aide alimentaire au regard de leur situation. Là, pour le coup, dans leur relation, dans leur situation professionnelle, leur rôle professionnel, c'est ceux qui permettent aux structures d'aide alimentaire de fonctionner, d'avoir les étagères des épiceries pleines, de pouvoir permettre de fonctionner. Donc en fait, effectivement, même si en sortant, ils deviennent bénéficiaires parce que c'est compliqué pour eux, au boulot, ils ont ce rôle extrêmement utile de dire je permets à tout un pan de la société, tout un pan de l'économie de fonctionner, et notamment cette partie de la société la plus c'est très fragile. valorisant. Ouais. Donc en fait, effectivement, cette double casquette, elle est hyper intéressante. Est-ce que je pourrais rebondir sur ce que vous venez de dire? On a mis en place un programme. En fait, on fait venir des personnes extérieures, et dans notre cas, c'est plutôt des entreprises, donc des recruteurs, pour venir découvrir l'environnement dans lequel on est, parce que le no-code n'est pas forcément connu de tous. Et on s'est rendu compte que de faire venir ces personnes, ces potentiels recruteurs, mais en tout cas des personnes qui sont en entreprise, qui travaillent dans le monde du numérique, qui sont par exemple des directeurs d'équipes informatiques, des DSI, ce type de profil, quand ils viennent se rendre compte de qui sont les personnes en insertion. Il y a énormément d'a priori qui tombent à ce moment-là. Il y a des discussions qui se créent, il y a des échanges qui se créent, et c'est extrêmement positif à la fois pour les entreprises, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'insertion et qui peuvent avoir des projections, ce qui est tout à fait normal. Et donc ça permet de baisser ça. Et côté salarié en insertion, le fait de pouvoir montrer à une DSI ce qu'ils font, d'avoir le regard intrigué et souvent surpris des compétences qu'ils ont, de la capacité de développer des applications qu'ils ont, c'est extrêmement valorisant. Oui. Et on a eu des propositions de recrutement à ces moments-là aussi. C'est ce que j'allais dire. Oui. Finalement, ça crée à ce moment-là, ni vu ni connu, ça crée peut-être une sortie qui peut déboucher par la suite. DSI, Direction des services informatiques. Exactement. Je précise. Merci. OK. On en a parlé tout à l'heure, Aurélie. Vous avez mis en place quelque chose de plutôt innovant, qui n'est pas forcément mis en place au sein de toutes les entreprises adaptées. On en parlait tout à l'heure sur le suivi psychologique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors, nous, à l'ANRH, on a des ESAT, donc des structures vraiment du secteur médico-social, qui ont vraiment des établissements et services d'aide par le travail. Voilà. Comment dire, et qui, de fait, ont dans leur structure des psychologues, des assistants sociaux, des médecins, etc. Et nous, en entreprise adaptée, on dit en entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire, donc il n'y a pas. On est sur des profils qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Faux. Alors, très concrètement, j'étais 10 ans en entreprise adaptée. On avait autant besoin d'accompagnement sur la frontière. On était vraiment à la frontière entre la vie pro et la vie perso, sans pouvoir traverser pour aider nos salariés. Donc, l'ANRH a décidé, et puis il y a près de 10 ans,
de faire intervenir des assistants sociaux, des psychologues dans les établissements une fois par mois. Donc au départ, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas très sollicités, il y a une grande réticence, les gens avaient peur, et puis petit à petit, voilà, ils allaient dans les établissements, parler, dire bonjour juste, et puis petit à petit, effectivement, ils ont commencé à rencontrer nos salariés, et on s'est rendu compte que c'était une aide vraiment importante. Parce qu'en plus, donc, du coup, nous, dans nos parcours d'insertion, pour les CDD tremplin et les CDI et les CDD, on a vraiment une coordination. C'est-à-dire que les chargés d'insertion vont coordonner l'accompagnement des salariés avec les psychologues, avec les assistants sociaux. Donc il y a une fluidité aussi dans les informations et dans cet accompagnement. Ce qui n'évite pas, ce que disait Nathan tout à l'heure, de faire quand même un lien sur le territoire. Ça, c'est une des missions de nos chargés d'insertion, c'est de faire, de faire rayonner un petit peu les nages, de faire du réseau sur le territoire, parce qu'on ne peut pas rester en huis clos si on veut accompagner la sortie positive. Donc, mais cet accompagnement-là, encore une fois, ça fait un parcours, ça fait une continuité dans le parcours et dans l'accompagnement qui va faciliter quand même la confiance du collaborateur et qui va permettre de lever beaucoup de problématiques. Sandrine, je me permets, parce qu'en tant que témoin, j'ai un œil sur... C'est pour ça que j'ai le droit d'avoir mon ordinateur sur le chat. Et juste pour vous dire un petit peu aussi l'émulation qui se produit en vous écoutant. Pendant que vous parliez, Jessica, des compétences transverses, du coup, Rémi pose la question dans le chat de savoir si des outils existent pour avoir des référentiels, des grilles, comprendre ces compétences qui sont à développer. Et il a déjà eu 3 réponses hyper précises de Damien et Chloé. Donc c'est la magie de la communauté de l'inclusion. Ça se produit ici dans le studio à Paris, mais ça se produit également dans le chat à distance. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Les grilles de compétences se met en place à l'heure actuelle. Juste, j'aimerais que vous développiez un tout petit peu plus l'accompagnement qui est mis au niveau psychologique. Vous m'avez parlé de plusieurs entretiens et plutôt d'un encouragement fort à y aller, à vraiment faire partie, à suivre ces entretiens-là. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, on sait bien que chaque parcours n'est pas linéaire, tout le monde n'a pas eu le même parcours. Nous, ce qu'on a décidé dans nos parcours d'insertion, c'est d'inciter très fortement nos salariés à faire 3 entretiens minimum avec les assistants sociaux et psychologues. Un à l'entrée, un vraiment au moment de la rencontre, un en milieu de parcours, un en fin de parcours. Si la personne a besoin d'un accompagnement plus important parce qu'un souci a été détecté, problème de logement, problématique familiale, problématique de budget, etc., on peut rajouter entre c'est pas fermé. Oui, complètement. C'est vraiment à minima pour évaluer la progression et l'évolution du salarié au sein de la structure. Le premier rendez-vous, c'est plus pour présenter et rassurer, parce qu'il y a quand même Roger, le mot est très fort, mais en tout cas, il y a une méfiance au départ où les gens ont tendance à dire mais non, ça va bien, tout va bien. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a quand même souvent un besoin. Et puis voilà, le psychologue, c'est quand même très connoté. Et oui. Donc c'est très Donc, très compliqué. Il faut arriver à amener la chose en créant du lien, c'est ça que vous disiez. C'est ça. La psychologue fait le tour finalement juste pour dire bonjour et faire connaissance. Après, nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est dans nos EA, donc dans nos entreprises, là où sont nos CDD tremplins, on a déjà des personnes qui rencontrent la psychologue. Il y a aussi une notion d'accompagnement de pair aidant, c'est-à-dire que les salariés au départ ils disent mais non, mais n'aie pas peur. Voilà, moi la psychologue, je suis allée la voir et on m'a aidé pour telle problématique, j'ai pu lui parler de ça. Donc il y a quand même, on rassure quand même. Mais voilà, c'est un travail vraiment du quotidien. Et je pense que nous, dans le parcours, c'est très important de faire bénéficier de cet accompagnement-là. Oui, puis ça permet aussi de pas que chacun ait un rôle bien défini. C'est-à-dire, c'est peut-être pas à vous que les personnes vont vouloir confier des choses très très personnelles. Exactement. Ça permet d'avoir un tiers qui est là, vraiment qui est professionnel et qui est en capacité de pouvoir entendre, être à l'écoute et puis rebondir aussi, parce qu'on n'est pas tous en capacité de pouvoir aider au niveau psychologique quelqu'un quand il rencontre des difficultés. Nathan, vous vouliez intervenir ? C'était effectivement, nous on le voit bien quand tu parlais des difficultés justement à ce que les salariés s'approprient un peu la présence des professionnels psychologues. Nous on le voit, alors aujourd'hui nous on n'en bénéficie pas, mais c'est dans nos réflexions, on se dit qu'il faut absolument qu'on puisse être accompagné sur ce volet-là. Donc on est en train de regarder quels sont les dispositifs existants. Et effectivement, une intervention sur site, c'est quand même quelque chose qui, pour nous, serait le plus simple, parce qu'effectivement, les salariés sont sur place et quand même beaucoup plus simple que de les envoyer en rendez-vous à l'extérieur, où on a moins de prise sur tout ça. Par contre, effectivement, de manière très concrète, sur l'entrepôt, en fait, le fait de dire, en fait, je m'absente de mon poste de travail parce que j'ai rendez-vous avec la psy, voilà.
c'est Donc, toujours compliqué exactement, ouais. pour aborder ce sujet-là. Nous, c'est ce qu'on anticipe tout de suite comme frein potentiel. Donc, il faut qu'on rencontre un peu les différents dispositifs qui existent sur le territoire et qui nous conseilleront et nous accompagneront très certainement là-dessus. Mais effectivement, moi, je vois bien cette difficulté qu'il peut y avoir à intégrer dans le quotidien de travail et de l'organisation une expertise comme ça un peu qui peut, au premier abord, être assez stigmatisante, alors que je pense que tout le monde, ici et ailleurs, aurait besoin de temps en temps de pouvoir échanger avec un psy ou une psy. Oui, on est d'accord. Puis le fait que tout le monde finalement fasse ces entretiens-là, ça permet de banaliser aussi cette démarche-là. On va avancer un petit peu dans les questions, mais du coup, ça vous permettra de pouvoir continuer après l'échange, de pouvoir partager vos conseils. Donc, c'est parfait. On aura au moins permis ça, en plus de tout ce qu'on aura partagé aujourd'hui. Aurélie, j'aimerais bien aussi vous entendre sur le fait de comment on fait face aux besoins qui sont finalement changeants en permanence des personnes que vous suivez. Comment on s'adapte en continu sur ces besoins qui peuvent changer au fil du temps. Comment on fait concrètement? Eh ben, alors là, très concrètement, moi je salue le travail des encadrants et des chargés d'insertion qui sont vraiment en première ligne. Parce qu'en fait, on se rend compte sur les 5 parcours de formation qu'on a mis en place, on a des personnes qui rentrent avec la volonté, un projet professionnel validé pour partir sur tel métier. Et puis, à la fin, la personne va complètement changer d'orientation et va vouloir partir sur quelque chose d'autre. Donc, en fait, c'est vraiment l'adaptation de l'accompagnement. C'est des entretiens réguliers, c'est des échanges entre la chargée d'insertion et l'encadrant. Donc, où la charge d'insertion va plus. Alors, je dis là, je suis désolée, parce qu'on a beaucoup de femmes, ils ont plus ce travers-là. Où la charge d'insertion qui va vraiment travailler sur la partie savoir-être, compétences et besoins du salarié, évolution des besoins. On peut parler aussi des évolutions des besoins en aménagement de poste. Nous, on a un vrai sujet en termes d'aménagement de poste où la personne ne va pas forcément nous le dire au départ et puis on va s'en rendre compte par la suite. Donc, on est vraiment sur ça, ces accompagnements réguliers et vraiment l'accompagnement à 360. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir accompagner. Et quand je dis 360, donc, je vous parlais encadrant, assistant socio-psychologue, chargé d'insertion et formation, formateur. Et oui. Parce qu'eux aussi, ils ont un rôle hyper important à jouer dans cet accompagnement au niveau de ces parcours et pour adapter justement en fonction de l'évolution. Parce qu'on peut avoir quelqu'un en début de parcours hyper performant, enfin en tout cas qui répond aux attentes en termes de développement des compétences, et d'un seul coup, rupture dans le parcours, et oui. la personne, elle s'effondre. Donc on ne peut pas, nous... rester sur quelque chose de linéaire. On ne peut pas rester sur quelque chose de linéaire, on ne peut pas dire « ah ben, il ne suit pas ». On continue. Non, on pose. On se pose. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Alors bon, après, effectivement, là, je vous dis ça comme ça, si on est dans des pratiques aussi, des fois c'est compliqué. On est quand même, encore une fois, on est dans du suivi, dans l'humain, donc c'est pas toujours comme ça. En tout cas, on a cette volonté, nous, de se poser la question à un moment, par les entretiens, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un problème, il y a eu un changement de comportement, tu es plus absent, tu n'arrives plus à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut t'aider, qui on sollicite. Voilà, dans toutes les personnes qui nous entourent, qui est-ce qu'on va pouvoir solliciter pour régler cette problématique-là. Avec qui le dialogue va plus facilement passer, peut-être avec un qu'avec l'autre. Jessica, quelles sont d'après vous les compétences et les qualités essentielles à développer et que vous avez pu observer chez les personnes que vous accompagnez pour réussir le parcours vers la sortie en fait? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est le plus important à développer? Oui. Il y a déjà les compétences techniques, donc ça, bien sûr, c'est évident. Et après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pour nous, c'est la confiance en soi, en fait, qui est le facteur déterminant sur le fait de pouvoir retourner vers un emploi. On est entreprise d'insertion, on forme des personnes à un métier ayant un niveau de qualification donc équivalent niveau 5. Et on a un process de recrutement de candidature qui est assez long, sur lequel on va venir tester la motivation, on va également tester la logique, voir à qui on a affaire. Donc dès le process de candidature, dès ce moment-là, en fait, on arrive à identifier quel est le meilleur partenaire pour accompagner la personne. Et vous parliez justement de l'accompagnement et de savoir s'entourer de partenaires qui sont en capacité de répondre à différentes problématiques. Ça nous arrive d'avoir des personnes
qui postule et on identifie que cette personne n'est peut-être pas assez mûre pour intégrer la formation à ce moment-là parce qu'il y a d'autres problématiques. Et dans ces cas-là, on est, nous, en capacité de capter cette personne et de l'orienter vers un partenaire qui correspond, qui va pouvoir répondre plus facilement à sa problématique. On a des personnes comme ça qui postulent. Là, je pense par exemple à une personne qui avait postulé, qui parlait pas très bien français. On a orienté sur l'apprentissage du français. Elle est revenue, elle a postulé 6 mois après, on l'a prise dans la formation. Voilà, donc c'est en fait accompagner une personne pour que ce ne soit pas vécu comme un échec, mais plutôt comme un accompagnement. Et ce qui fait que quand les personnes entrent en formation, elles entrent en formation parce qu'on sait qu'elles sont en capacité de retrouver un emploi et qu'il va leur manquer ce petit truc de la confiance en soi et qu'on va pouvoir les accompagner. Voilà, donc pour répondre à la question, je dirais que c'est ce qui est important, en tout cas pour nous, par rapport à nos publics et par rapport au process qu'on fait passer aux personnes, c'est les accompagner sur l'estime de soi, la construction du projet professionnel. On parlait de ça aussi tout à l'heure. On a des personnes qui entrent par la porte du no-code dans le numérique. Donc, parce que l'accessibilité au numérique par le no-code, le no-code permet de se projeter plus facilement sur du numérique. Et on arrive à capter comme ça un public plus large que si on était sur un langage de programmation classique, par exemple. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs possibilités sur la suite de parcours aussi, avec des chemins qui se dessinent. Voilà, donc effectivement, c'est tout je dirais un système à mettre en place où l'idée est à la fois d'avoir un système, mais d'avoir un accompagnement individualisé qui va répondre au cas par cas, aux besoins. Et en termes de compétences, est-ce qu'on en parlait tout à l'heure, la capacité d'adaptation, est-ce que c'est pas ça finalement qui va permettre d'avancer et de pouvoir travailler un parcours est-ce que ça, vous le travaillez avec les personnes ? On travaille toutes ces compétences transversales. Donc on a dans notre volet d'accompagnement, les compétences transversales sont extrêmement importantes. Ça prend beaucoup de place aussi dans la formation. Et on va venir travailler les compétences qui sont attendues par les recruteurs. Donc effectivement, on travaille en équipe, capacité d'adaptation, autonomie, communication. La communication, c'est extrêmement important. Donc la communication dans le groupe, la communication auprès de son supérieur hiérarchique. Et en fait, on est parti des compétences qui sont attendues des recruteurs pour les accompagner sur ces compétences-là. Oui. On est parti du besoin. Voilà, pour dire, OK, ce secteur-là, en général, les recruteurs, ils attendent telle et telle qualité. Voilà, est-ce que c'est présent chez toi à ce moment-là et est-ce qu'on va le travailler ensemble voilà, est-ce que c'est pas ça qu'on va pouvoir travailler ensemble Oui, juste peut-être pour compléter, moi ce que je mettrais en avant en plus de tout ce qui a été dit déjà, la question de la prise d'initiative. Et pour moi, ça rejoint la question de l'autonomie. C'est assez majeur et qui est pour nous un axe de travail assez important. Entre guillemets, alors, encore une fois, sur un chantier d'insertion comme le nôtre, où nous, on fait vraiment de la logistique alimentaire, entre guillemets, c'est pas très dur d'être un simple exécutant. Il y a des consignes, c'est très clair. Tu montes une palette, tu conditionnes des paniers, c'est très simple. En termes d'exécution de tâches. Par contre, derrière, là où on voit la différence entre les personnes et surtout leur état d'avancement dans l'accompagnement, c'est, voilà, une fois que j'ai fait mon travail, comment est-ce que je cherche déjà à l'améliorer, et ensuite, une fois que je l'ai fini, comment je suis en capacité d'aller m'occuper autrement, d'aller faire ces 1000 autres tâches qui doivent être faites sur l'entrepôt pour que l'entrepôt fonctionne et tourne correctement, mais qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de donner à chaque fois 1000 petites consignes. On donne la grosse consigne du début. Et après, effectivement, il y a 1000 petits trucs à faire. Et si les salariés ont ce réflexe de dire « OK, j'ai compris comment l'organisation fonctionne, j'ai compris quels sont les attendus, donc une fois que j'ai fait ma mission principale, je suis en capacité d'aller voir l'étape d'après et de me lancer là-dessus. Et après, effectivement, une fois que j'ai terminé, demander et me retourner effectivement vers l'équipe d'encadrement pour voir ce que je pourrais faire en plus, etc. Donc ça, pour moi, je pense que c'est un truc important. Et d'être force de proposition. Oui, exactement. Et en fait, en fait, on le voit, et l'objectif, c'est qu'il y a certains salariés, on se dit, OK, là, globalement, la mission principale, elle sait faire, les 1000 autres petites tâches, elle a compris la logique, elle n'hésite pas à machin, et donc maintenant, comment est-ce qu'on arrive à la pousser un peu plus loin, essayer de la challenger un petit peu, lui donner quelques défis supplémentaires en lui disant, OK,
là, a priori, si tu continues comme ça, dans 2 mois, tu vas t'ennuyer. Tu n'es pas encore prête à partir pour 1000 raisons, mais on ne va pas non plus perdre notre temps et tu ne vas pas perdre ton temps. Surtout, on va faire en sorte de pouvoir te faire monter en compétences, t'en donner un petit peu plus, te challenger un petit peu plus, etc. Et ça, c'est un rôle qui est assez satisfaisant, mais un peu atypique, c'est il faut qu'à un moment, ils en aient marre de nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils nous voient comme un blocage, comme un frein à leur émancipation. Nous, moi, j'ai des exemples de salariés, vraiment, ils rentrent hyper reconnaissants, merci, ça me fait du bien d'être là, de travailler, etc. Oui, bon, très bien, donc on avance. Et en fait, au bout de quelques mois, ils ont progressé, avancé, etc. En disant, je ne gagne pas assez, je ne travaille pas assez, je m'ennuie, les tâches, j'ai fait le tour, etc. Très bien. Voilà. Si j'étais directeur dans une structure classique, je me poserais des questions en termes de management. Mais là, on touche à des réflexions hyper intéressantes. Et en fait, tu t'ennuies chez nous, pas de problème. Moi, Tu es prêt, ça me va très bien. Et On va prendre ce truc et on va voir effectivement comment avancer. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire il faut qu'on puisse être has-been pour les personnes dans leur parcours d'accompagnement. C'est plutôt une bonne chose, là, Exactement. pour le coup. Ok. Ouais. Je m'adresse aux personnes qui sont en direct. N'hésitez pas aussi à partager peut-être voilà, ce qui pour vous est important en termes de compétences et de qualités essentielles à développer pour favoriser une sortie positive. Vous avez parlé tout à l'heure, Jessica, des compétences transférables. Est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu plus quelles sont les stratégies peut-être pour arriver à les identifier et les exploiter, ces compétences transférables? Donc on a mis en place des évaluations pour permettre aux personnes accompagnées d'identifier quelles compétences elles ont à un moment donné, et avec la possibilité de s'évaluer aussi au fur et à mesure de l'accompagnement. Ce qui est important parce que ça permet de prendre du recul sur soi, d'identifier ses compétences. Et c'est effectivement, c'est des compétences qu'elles vont pouvoir ensuite, une fois qu'elles sont identifiées, pouvoir utiliser dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Donc, on va venir travailler avec elles sur, non pas leurs compétences dans toute leur vie, en fait, à 360 degrés, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle, et leur montrer par des exemples, parce que ça, c'est extrêmement important, leur montrer par des exemples qu'à ce moment-là, elles ont utilisé telle compétence et qu'elles prennent du recul, en fait, par rapport à ça, et qu'elles prennent conscience aussi de ce qu'elles utilisent, des compétences qu'elles utilisent. Et alors, comment vous faites si jamais la personne n'arrive pas à avoir ce recul sur elle-même? Comment vous arrivez à l'aider? Alors pour ça, on a mis en place pas mal d'outils. On travaille par exemple avec la SWOT. Donc la personne fait sa SWOT. Donc là, je vais avoir du mal à le dire en anglais, mais ça va être de pouvoir prendre du recul sur ses forces, ses faiblesses, comprendre en fait qui elle est. Donc c'est un exemple d'un outil qu'on utilise, mais qui est plutôt un outil utilisé dans le cadre d'une entreprise qui va construire son projet. Donc on va adapter ça à de l'humain. On va aller piocher dans cette boîte à outils. Si un outil ne fonctionne pas avec une personne, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, on va pouvoir aller prendre un autre outil qui va permettre de travailler là-dessus. On a aussi, par exemple, mis en place la lettre à soi-même. Donc une personne s'écrit une lettre et elle écrit une lettre comme si elle l'écrivait à une autre personne, sauf qu'elle l'écrit elle-même et elle peut la relire quelques mois plus tard. Donc c'est des stratégies en fait où on trouve forcément un moyen ou un outil qui va pouvoir permettre de répondre à l'identification de ces compétences. Oui. Sur ces compétences transférables, effectivement, les personnes en parcours d'insertion on doit réussir à leur faire prendre conscience effectivement que telle ou telle compétence sont transférables. Mais je pense qu'il y a aussi l'étape d'avant, c'est-à-dire que les personnes en charge de l'accompagnement et de l'encadrement doivent avoir aussi conscience des compétences qui sont transférables dans tel ou tel secteur d'activité. Alors sur une entreprise d'insertion où effectivement on forme et on fait travailler sur les métiers qui demain sera a priori le débouché professionnel, c'est plus, semble-t-il, plus évident. Sur un chantier d'insertion, donc nous on fait de la logistique alimentaire, préparation de commandes, livraison. Ça pour nous, pour les CIP, c'est assez facile de dire en fait tu fais de la livraison chez nous, quand tu feras de la livraison chez le voisin, voilà les compétences dont tu auras besoin.
pour les personnes qui veulent faire de la mécanique auto, de la petite enfance, travailler dans les bureaux, etc. En fait, les chargés d'insertion n'ont pas forcément immédiatement cette équivalence entre ah oui d'accord, donc en fait préparer des commandes et s'occuper d'enfants à la crèche, il y a des compétences qui peuvent être partagées, etc. Et donc ça nécessite de la part des équipes de faire tout ce travail de réflexion et de compréhension des métiers pour dire ok, tout ce qu'elles utiliseront demain dans le cadre de leur vrai métier, dans leur futur métier, déjà aujourd'hui, elles l'utilisent ou elles pourraient être en capacité de les utiliser. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et capitaliser. Alors nous, c'est vrai, on parlait d'outils très concrets. Alors nous, on a fait aussi on a un atelier réparation cycle qu'on a lancé dans un de nos établissements. Très concrètement, on a fait un atelier avec les salariés. On leur a fait un petit tableau. On leur a dit, en fait, voilà, là, vous avez un beau CV qui a été fait, mais maintenant on va reprendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi comme étude? Oh ben non, moi j'ai travaillé en cuisine. Ah, tu as travaillé en cuisine, ok, tu as fait quoi en cuisine? J'ai géré des stocks, j'ai fait de la préparation. Et en fait, en expliquant au quotidien ce qu'ils font, on leur dit, mais tu as fait ça? Ah oui, j'ai fait ça, effectivement, mais ça, je peux le valoriser. Mais ça redonne de la valeur. C'est ça. C'est important. On a une personne aussi, alors c'était une personne sourde, donc qui avait eu du mal un petit peu forcément à expliquer son parcours, et on a un interprète qui est venu. On a dit, bon, on doit faire le parcours. Donc nous, on cherchait des réparateurs cycles. Et en fait, il nous disait, voilà, moi, quand j'étais... je suis arrivée en France il y a quelques années, mais avant, quand j'étais dans mon pays, je fabriquais des bijoux. Alors, donc dextérité. Donc, il dit, mais oui, c'est pour ça, en fait, moi, les mains, enfin voilà, je suis hyper... Et donc, en fait, c'est vraiment... c'est redonner du sens à un parcours de vie qui peut parfois sembler à certaines personnes chaotique. En disant, moi, j'ai rien fait. Mais en fait, si, mais même dans la vie perso. Voilà, les personnes qui bossent en association... je veux dire, il y a plein de personnes qui disent « Ah, mais moi, je suis nulle en administratif. » Tu es nulle en administratif, mais tu as quand même monté des dossiers de subvention, tu as quand même fait des... Enfin, quand tu pointes ça du doigt, les gens te disent « Mais oui, j'ai fait ça, effectivement. » Donc, je pense que ces ateliers-là, en fait, ont permis, en tout cas, aux personnes de se rendre compte que leur parcours avait permis de développer des compétences. Alors, transférables chez nous, tant mieux, enfin, effectivement. Mais après, transférables aussi dans plein d'autres métiers possibles, quoi. Alors, alors en même temps, je vois le temps qui tourne et encore les points que j'aimerais bien aborder avec vous parce que je pense que vous avez plein de choses à dire. Tu voulais peut-être faire remonter quelque chose dans le Alors, ton appel a été entendu, Sandrine, parce que non, beaucoup de références à des outils sur le sujet des compétences. Okay. Alors, nous qui créons des outils, on a un biais favorable aux outils, mais parfois je me dis, c'est pas l'outil qui fait le travail sur le terrain. Et apparemment, c'est quand même, voilà, vous êtes en recherche d'outils. Et en tout cas, on va essayer de les identifier tous et pouvoir vous les repartager ensuite sur la communauté de l'inclusion. Mais là, juste pour citer un outil qui s'appelle EVA et que Kenny repartage en disant qu'il permet justement d'évaluer les compétences transversales et les situations d'illettrisme de manière complètement décomplexée et ludique. Sur le replay, il y aura le chat sera en replay aussi ou ce Question sera... intéressante qui a été posée par une personne. Et, alors, on n'a pas la réponse ici. En tout cas, nous, on a des manières d'extraire toutes les questions du chat et d'en faire une matière rediffusable. Alors, et puis, je précise, je pensais le préciser à la fin, mais je le précise là, vu qu'on en parle, comme ça rassurera tout le monde et puis ça répondra à la question. J'invite toutes les personnes qui sont en direct aujourd'hui et qui regarderont le replay à pouvoir échanger aussi sur le site de la communauté de l'inclusion, puisque c'est là où vous allez pouvoir avoir un échange... un endroit de partage, d'échange, justement sur tous ces sujets qu'on est en train d'aborder. Partager des outils qui fonctionnent chez les uns, chez les autres, poser des questions, clarifier des choses. Enfin, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment... voilà. Et ces réponses resteront, parce qu'ensuite, il y a un moteur de recherche qui permet... même un outil partagé il y a 6 mois pourra servir à d'autres. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on fasse un point sur l'importance du réseau et des liens professionnels. On en a parlé tout à l'heure, les liens qui commencent à se créer quand on fait une immersion, quand un professionnel vient dans la structure pour échanger avec les personnes qui sont en parcours. Comment on peut arriver à favoriser le réseautage sur un territoire? Comment vous arrivez, en tout cas, vous Aurélie, est-ce que vous avez mis en place des choses qui fonctionne. Alors, assez rapidement, parce que le temps tourne, mais voilà. Alors, nous, en fait, du coup, on a capitalisé sur ce qui avait été fait. Très concrètement, on a 2 lignes pour les chargés d'insertion. Le développement donc, de réseaux de partenaires, donc institutionnels, associations sur le territoire qui pourraient nous accompagner. Et là, auquel cas, les chargés d'insertion, ils ont une mission d'aller à la rencontre, donc d'aller présenter la NRH, ses missions, leurs missions,
auprès des mairies, auprès des chambres de commerce, auprès de toute association qui s'occupe de l'insertion, auprès des autres entreprises d'insertion. Parce que je pense qu'on a un vrai pont à faire. En fait, on a vécu trop longtemps chacun de son côté, et je pense qu'en fait, il y a un vrai sens à ce qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, il y a vraiment, ça c'est une partie de leur mission très importante, d'aller dans tous les salons, évidemment les salons de l'emploi, etc. Côté entreprise, c'est d'aller intégrer tous les réseaux, les groupements d'employeurs. Donc vraiment d'aller à la rencontre des GEC, des GEIQ, d'aller à la rencontre des CREPI, c'est des organismes d'employeurs qui accompagnent et qui soutiennent l'insertion. Donc il y a des structures qui peuvent être très différentes en fonction des territoires. Parce que là, on ne parle même pas en temps... On est vraiment des fois sur du territoire. Quoi. Oui. Donc très, ça, c'est hyper important. Et donc, elles ont également, elles ont comme mission également d'ouvrir les établissements. Venir faire visiter, on en parlait tout à l'heure, des journées portes ouvertes, faire venir des institutionnels, etc. Nous, c'est les 70 ans de Nostrasso cette année, donc je peux vous dire qu'on va beaucoup ouvrir les portes. Et aussi, on a notre chargé d'insertion qui a fait quelque chose de très intéressant, mais ils le font toutes sur Orléans-Blois, de s'allier avec d'autres entreprises adaptées pour faire des rallyes. Donc, elles ont organisé un rallye en donnant aux entreprises, donc en communiquant auprès des entreprises, en disant venez, en faisant comme un jeu, venez visiter telle entreprise, vous allez découvrir tel métier, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent bien. Super. On commence à être identifié sur le territoire. Super, merci. Est-ce que Jessica ou Nathan, vous avez des choses qui vous viennent en tête Oui, pour aider au réseautage? Effectivement, de notre côté, il y a le maillage avec les entreprises, ce qu'on disait tout à l'heure, l'immersion aussi, la découverte des employeurs de la structure. Mais au-delà de ça, on pousse aussi nos salariés en insertion et les apprenants de la formation à se mettre dans la posture d'une recherche d'emploi. Donc, on les forme à LinkedIn. Donc, on a un plan de formation sur LinkedIn et comment mettre son profil en évidence sur LinkedIn. Donc, c'est des outils qui sont utilisés par les professionnels. Donc, il faut qu'ils soient sur ces réseaux-là pour pouvoir accéder à un emploi. On a ça et on a aussi donc, toute la partie la grande famille des SIAE finalement où en tant que structure d'insertion je constate que c'est plus simple aussi d'échanger, d'aller sur de proposer des suites de parcours par exemple. Donc on a un maillage au sein des SIAE aussi assez important du fait de notre structure. Oui. Pour ma part, pas de recette miracle, si ce n'est effectivement que les personnes en charge d'accompagnement acceptent de prendre du temps pour ça, parce que c'est du temps. C'est du temps de rencontrer des gens, de se déplacer, de découvrir ce qu'ils font, de les accueillir sur notre site, etc. Mais généralement, c'est effectivement pas du temps vain, parce qu'on a toujours effectivement des choses à se raconter, des choses à faire ensemble. Alors, c'est comme l'intervention des psychologues sur le site, parfois c'est pas très productif, mais la fois d'après ça le sera d'autant plus. Oui, ça se met en place petit à petit finalement. Donc c'est vraiment du temps, et en fait la question du réseau, créer un réseau c'est quelque chose, développer un réseau c'est quelque chose, mais entretenir un réseau c'est quelque chose, parce qu'effectivement il faut que échanger des mails, échanger les cartes de visite c'est très bien, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à faire durer la relation dans le temps, à maintenir, à intégrer aussi le fait que, et surtout en fait l'enjeu c'est que le réseau ne soit pas lié à la personne, mais à la structure. C'est que moi, la CIP, tout aussi géniale qu'elle soit, si demain, elle s'en va et qu'elle a construit autour d'elle un réseau de partenaires qui sont hyper utiles à l'accompagnement des salariés, on est très content jusqu'au jour où elle part. Le jour où elle part, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Et donc tout l'enjeu, effectivement, mais ça demande effectivement de l'organisation, de la communication, du temps, etc., pour que ce réseau rayonne sur la structure et que le jour où elle part, au jour où la personne part, effectivement, on ne se retrouve pas. Qu'elle ne parte pas avec. Et qu'elle parte, qu'elle parte avec son réseau, ça soit profitable, pourquoi pas, mais en tout cas, mais que ça reste profitable dans la durée sur la structure. Et donc ça, effectivement, ce n'est pas mon partenaire, c'est le partenaire de la structure. Et ça, en termes d'approche, c'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place. Mais c'est hyper intéressant. Après, nous, on a cette chance-là au niveau de la NRH de pouvoir le faire, d'avoir des chargés d'insertion qui sont vraiment sur ces métiers-là, etc. Après, c'est un coût. C'est-à-dire que, au niveau modèle économique, heureusement qu'on a une très grosse association et qu'on peut mettre ça en place et qu'on a des outils pour pouvoir justement récupérer tous les contacts qui ont été développés au niveau local, mettre à un même endroit les mêmes infos pour ne pas perdre le réseau qui a été développé. Mais voilà, c'est un modèle économique qui est assez important. Un mot simplement, parce qu'on a remarqué avec certains outils qu'on développe à la plateforme de l'inclusion, dont Immersion Facilité,
que le réseau territorial d'entreprise, c'était aussi un facteur d'inégalité. Parce qu'en fonction de la CIP ou de l'entreprise qui a réussi à construire historiquement un réseau ou pas, les chances données aux salariés ne sont pas les mêmes. Et on s'évertue, en fait, notamment en publiant des listings un peu basiques, mais d'entreprises avec des coordonnées, parfois postales, sans contact et sans email, et les rendre requêtables par métier. On se rend compte que en fait, des personnes finissent par rencontrer des entreprises, parfois souvent en se déplaçant. Donc, simplement vous dire aussi qu'il y a cette notion aussi d'élargir le champ des possibles avec le service immersion facilité. Je voyais quelqu'un dans le chat qui disait « Ouais, moi je l'ai utilisé, mais je ne reçois aucune réponse ». Et il a raison, statistiquement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne répondent pas toujours aux demandes des candidats. Juste, du coup, je voulais ajouter cette notion de prendre soin aussi de la relation avec son réseau et à l'entreprise, parce que typiquement, c'est pas, quand une entreprise ne répond pas, ce n'est pas forcément que le contact n'est pas le bon, c'est que la personne a reçu d'emails dans la journée et donc qu'elle est sursollicitée. Donc ça, c'est aussi un objet de réflexion pour nous qui développons ces outils de mise en relation. C'est comment mettre le bon curseur sur la sollicitation pour pas petit à petit dégrader les chances des entreprises et des salariés et des candidats à l'insertion de se rencontrer. Ben justement, j'aimerais bien qu'on aborde en fait la partie où finalement la personne est sur le point de sortir de son parcours. Moi, ça m'intéresserait de savoir, alors très rapidement, de savoir si vous faites le lien avec le futur employeur, parce qu'on est d'accord, vous accompagnez la personne dans son parcours, mais une fois qu'elle sort de chez vous et qu'elle sort de ce cocon où finalement elle est voilà, dans un confort grâce à l'accompagnement que vous lui apportez. Comment ça se passe pour préparer en parallèle le futur employeur à accueillir le salarié, à lui expliquer comment peut fonctionner la personne, voilà, l'alerter peut-être sur des choses où il faut faire attention, comment se maintient le discours et comment voilà, est-ce que vous arrivez à le faire au quotidien? Alors, il y a un enjeu, c'est qu'effectivement, quand on prépare le candidat à aller postuler à l'entreprise, côté entreprise, déjà, il faut qu'ils aient un peu, dans l'idéal, cette philosophie de « OK, on est en interaction avec des structures d'insertion, donc ça a des avantages, mais ça a aussi un certain nombre d'inconvénients qu'il faut que je connaisse avant de me lancer, et qu'entre guillemets, ce n'est pas un recrutement classique », ça c'est la première chose. Oui. La deuxième chose aussi, c'est qu'on peut pas... il y a quand même un niveau d'information à partager à l'employeur. Le fait de dire oui, cette personne a vécu à la rue pendant des années, cette personne est sortie de prison, donc c'est un peu compliqué. Cette personne, enfin voilà, toutes ces choses-là, on ne peut pas forcément tout dire. Donc entre guillemets, même s'il ne faut pas qu'on mente à l'entreprise, il faut quand même qu'on arrive à entre guillemets vendre le candidat. Donc il faut qu'on arrive à positionner un peu tout ça. Et puis il faut aussi qu'on arrive à faire ce SAV entre guillemets. Alors le SAV, quand ça se passe bien, prend des petites nouvelles de temps en temps, côté salarié, côté employeur, et ça c'est dans le meilleur des mondes. Et puis quand malheureusement ça ne tient pas et que ça ne s'est pas aussi bien passé que souhaité, il faut être, mais encore une fois c'est du temps, c'est une posture, de dire bon ok, ça arrive, vous le saviez, puisque de toute façon on est une structure d'insertion et vous avez pris entre guillemets le pari de passer par nous pour du recrutement. Mais donc voilà, reprenons le temps d'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que voilà, de notre côté, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire autrement, etc. Et puis, voilà, et puis surtout essayer de, pareil, pour nourrir la relation, c'est, allez, on peut retenter un truc, et c'est ça, voilà. On va retenter, parce que j'ai pas envie qu'on abandonne tout de suite la relation, par contre on va retenter, mais on va bien faire attention à tel et tel point pour que demain on minimise les risques de mauvaises surprises. Oui, et puis pas laisser la personne toute seule, enfin le salarié tout seul dans cette, nouvelle aventure. Voilà, nouvelle aventure. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, Aurélie? Oui, non, alors non, mais complètement, voilà, totalement d'accord. Alors nous, en plus, ce qu'on est en train de travailler, c'est une sensibilisation à l'accueil de personnes en situation de handicap, puisque c'est une volonté de la direction générale, souvent, de mettre en place des politiques handicap. Ça l'est des fois moins des équipes de production, de terrain qui vont accueillir. Donc nous, on met aussi l'accent sur cet accompagnement aux équipes de terrain. Ça, c'est hyper important. Et puis d'autre part, nous, quand on accueille la personne, on fait un diagnostic entre guillemets de son accompagnement déjà existant. C'est-à-dire la personne a une vie avant d'entrer chez nous, qui l'accompagne. Voilà. Est-ce que c'est le Cap Emploi? Est-ce que justement c'était une autre entreprise d'insertion? Est-ce qu'il y a un job coach parce qu'il est en emploi accompagné, etc. Donc ça, c'est des contacts qu'on va récupérer. C'est des gens avec qui on va rester en contact, parce que si à l'issue du contrat, parce qu'il peut aller en insertion, mais il peut aussi ne pas y aller. Et là, c'est pareil, on se retrouve même peut-être encore dans un cas encore plus délicat. Il faut absolument qu'on puisse le remettre en lien avec la personne qui le suivait déjà. Voilà. Donc, alors, des fois, ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, ils s'en vont, et voilà, dans des conditions pas simples, donc on ne peut pas, mais en tout cas, c'est notre volonté de refaire ce lien.
Et comment vous arrivez à mesurer finalement voilà, le maintien de l'emploi de la personne, le bien-être de la personne une fois que la sortie est faite et voilà, et elle sort de... Vous arrivez à garder le lien, peut-être, je ne sais pas, sur 2-3 mois pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils reviennent spontanément vers vous pour vous tenir au courant ou pas? Alors, c'est très variable. Ouais. C'est très très variable. Il y en a du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles et entre guillemets pour leur tant bien mieux. parce qu'ils Ça se n'ont passe plus bien. envie. Oui, En oui. fait, moi là récemment, 1 an et demi après, j'ai eu parce que j'écoutais une conversation entre 2 salariés, dont une ancienne qui parlait d'un ancien qui nous disait que ça va. Bon, bah, dans ce cas-là, on est content. C'est le principal. Et après, certains, effectivement, gardent un lien, soit de proximité géographique, soit un lien affectif avec nous, voilà, parce qu'ils gardent un bon souvenir. Donc voilà, ça se fait de temps en temps, ça ne se fait pas tout le temps. C'est aussi, encore une fois, il faut qu'on arrive à gérer entre la file active des salariés qu'on accompagne sur le site à date et toutes les personnes qui sont sorties, dont il faut qu'on prenne encore soin à distance depuis leur nouvelle situation. Donc c'est absolument pas systématique. Oui, ça bien mériterait de l'être, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que parfois les relations s'arrêtent ou se délient très vite, et parfois pour le meilleur, et tant mieux. Ok. Est-ce que les uns les autres, est-ce que vous avez déjà été amenés à mettre en place du mentorat? Alors je vois un oui, Jessica. Oui, alors c'est un programme qu'on démarre, donc on n'a pas encore de recul dessus. Mais effectivement, on a mis en place du mentorat avec des structures qui sont spécialisées dans le mentoring pour justement créer des ponts entre des personnes qui sont dans des entreprises ordinaires, de venir mentorer et coacher des personnes de chez nous, toujours dans cette optique de casser les barrières et de permettre à ces deux mondes de se rencontrer, d'avoir des échanges. L'objectif, c'est que pour la personne qui est mentorée chez nous, c'est de pouvoir tester son projet professionnel auprès d'une personne qui est dans le milieu de la tech, du numérique, de voir effectivement de confronter son projet et de comprendre quels sont les enjeux d'un potentiel recruteur. Et en face, pour la personne qui vient de l'entreprise, de découvrir l'insertion et les compétences qui sont développées chez nous. Ok. Et du coup, comment vous arrivez, alors vous en êtes au tout début, j'ai bien entendu, mais comment se fait la sélection des mentors finalement? Alors, ça dépend de chaque... donc, on travaille avec plusieurs organisations de mentorat, programmes de mentorat ou porteurs de mentorat, je n'ai pas le terme exact. Et chacun de ces programmes a un fonctionnement spécifique. Donc, on s'adapte à ce fonctionnement-là. Souvent, ça passe par une présentation à l'ensemble des personnes. Souvent, ça va être sur... les programmes de mentorat vont cibler un certain type de personnes, par exemple les jeunes de moins de 25 ans, les personnes qui habitent en quartier politique de la ville. Donc, elles vont venir présenter au groupe le programme et voir si les personnes qui entrent dans les critères sont intéressées. Et si c'est le cas, ça passe souvent sur un entretien individuel avec le mentoré, le mentor, voilà, le mentor, le mentoré. Donc souvent, c'est des entretiens qui se font ensuite ensemble pour identifier s'il y a un matching entre les deux. Et vous, du coup, vous supervisez vous êtes là ou vous vous mettez en retrait? Non, on se met en retrait. On se met en retrait, c'est une relation individuelle entre le mentoré et le mentor. Ça doit se faire comme ça. Ça va au-delà en fait de notre accompagnement. Donc, ça peut démarrer pendant la formation et se poursuivre au-delà de la formation. Quand la personne ne rejoint pas l'agence, par exemple. Donc, l'objectif, c'est que la personne puisse continuer d'avoir un lien avec le monde professionnel, parce que pendant la formation, il y a énormément de remobilisation aussi qui se fait, et donc il faut absolument garder ce dynamisme au-delà de la formation. Et donc c'est un moyen aussi pour nous de poursuivre. Ça a une vraie valeur ajoutée. Nathan, je vous voyais réagir. Oui, c'est marrant que cette question arrive là, parce que pas plus tard que cette semaine, moi j'ai pris attache effectivement avec une antenne départementale d'une association qui fait du mentorat, alors plutôt pour le profil enfant et jeune. Et en fait, moi, en tout cas dans la prise de contact, moi je voyais plusieurs choses. C'est effectivement nous, comment nos jeunes
pouvaient bénéficier d'un système de mentorat à travers une association un peu spécialisée et professionnelle là-dessus, parce que moi je crois beaucoup aux vertus du mentorat. Et puis même, en fait, ce dispositif, on peut le voir de plusieurs manières, c'est-à-dire que en plus de ça, on peut le décliner, c'est-à-dire qu'on a des parents sur le site qui ont des enfants qui pourraient aussi bénéficier, alors c'est plus du parrainage plus que du mentorat à proprement parler, mais en tout cas l'association est capable de faire les deux et de dire en fait voilà, dans l'accompagnement à la parentalité des salariés en insertion qu'on accompagne, potentiellement cette association pourrait aussi intervenir en parrainage d'un certain nombre d'enfants des salariés qu'on embauche et pourquoi pas sur la file active de jeunes que eux parrainent et mentorent en dehors de notre chantier, potentiellement eux pourraient être intéressés pour venir faire des stages de découverte chez nous, venir postuler à un poste en insertion, et donc on revient sur l'idée d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur, aux partenaires, etc. Super. Voilà. Je vois le temps qui tourne et je sais qu'il y a une troisième table ronde juste après nous, donc il faut qu'on accélère un tout petit peu. Est-ce que vous auriez très rapidement une petite histoire, alors sans donner de nom bien entendu, mais une petite histoire, une anecdote qui vous semble intéressante, dont vous pouvez nous parler là immédiatement, Aurélie? Alors, moi, je vais en prendre un. Alors, je n'ai pas demandé à changer d'insertion avant, donc ça, c'est dommage. Mais, sur une formation, alors, pareil, un jeune homme qui a été intégré sur une formation et qui, en fait, nous a dit... Alors, en plus, sa formation, ça a été un peu chahuté. Voilà, vraiment, pour le coup, ils ont une bonne dynamique de groupe parce que ça a été un petit peu compliqué. Et donc, je l'ai rencontré un moment parce qu'on a fait un entretien, justement, de motivation à mi-parcours. Et voilà, et il me racontait qu'il était hyper fier de lui parce qu'en fait, il avait arrêté très tôt l'école parce que c'était compliqué pour lui d'être au milieu de personnes et que pour lui, ça avait été un vrai défi que de suivre cette formation et que du coup, il avait découvert sa voie et qu'en fait, il avait déjà, de par lui-même, tellement il était motivé, il avait déjà trouvé une entreprise voilà, pour se réaliser, quoi. Et je lui ai demandé, mais avant ça, tu n'avais jamais... Il m'a dit non, pas du tout, je ne me projetais pas professionnellement. Je ne pensais pas, pouvoir, en tout cas. C'est beau, donc, ça voilà, donne, donc, non, oui, c'était, ça donne du sens en tant que professionnel. Parce que... Oui, alors pour le coup, moi je constate, c'est vrai que je constate c'est le travail remarquable, encore une fois, que font les encadrants et les chargés d'insertion. Moi je suis vraiment arrivée en entretien de motivation, donc c'est vraiment là le travail pour le coup des équipes de notre établissement que je félicite. Voilà. Mais oui, c'est... On se dit, on a raison de continuer à mettre en place et à chercher encore des nouveaux outils. Nathan, est-ce que vous avez une belle histoire à nous partager? J'en ai quelques-unes, mais du coup, il va falloir que j'en choisisse une seule. C'est un peu vache. Mais oui, effectivement, moi, c'est une femme effectivement, qui était sur l'entrepôt et qui, en gros, avait le permis de conduire. Elle venait pour faire salarié polyvalent, préparation de commandes. Et en fait, elle avait le permis de conduire. Quand on lui a présenté les véhicules qu'on a pour faire de la livraison, globalement, elle a dit, moi, le trafic, jamais je conduis ça, c'est beaucoup trop gros. L'encadrant technique lui a dit, t'inquiète. Et en fait, pendant les 2 ans d'accompagnement, progressivement, on l'a mis sur les plus petits véhicules. Elle a aimé ça, on a monté en gamme, tac, 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 progressivement. Elle a pris confiance, c'est devenu une excellente chauffeur. Et en fait, aujourd'hui, elle est chauffeur poids lourd. Super. Donc on a réussi à l'accompagner sur passage du permis, passage de la FIMO. En parallèle de ça, il y a eu effectivement un accompagnement sur la gestion, complications familiales. On a pu effectivement lever un certain nombre de freins. La maîtrise de la langue, c'est encore un peu balbutiant. Le fait, alors, pas forcément bénéficier de cours de FLE avec nous, mais en tout cas le fait de venir travailler sur l'entrepôt dans un milieu francophone, ça lui a quand même permis de pratiquer, d'exercer, etc. et donc de progresser. Et en fait, le fait de savoir qu'elle est chauffeur poids lourd dans une équipe de mecs et que ça se passe très bien, enfin voilà, moi c'est une vraie fierté de voir qu'effectivement les gens arrivent avec peu d'ambition et des contraintes et que progressivement voilà, on est capable de leur ouvrir parce qu'ils en ont envie et qu'ils sont prêts à ça, à des perspectives de vie, de carrière, etc. qui sont extrêmement satisfaisantes. Et c'est très vache de se contenter d'une seule expérience. Et oui, je sais, c'est terrible. Je sais. Et ça me fait penser que peut-être cette personne-là pourra peut-être à son tour accueillir quelqu'un en immersion et transmettre ça aussi. Ça serait beau comme histoire. Jessica ? Le même problème de devoir choisir une histoire. Et oui. Parce qu'il y a énormément de belles histoires, mais j'avais envie de raconter celle d'une personne qui était là au tout début, qui a un handicap de surdité, enfin il est malentendant, et qui n'avait pas travaillé depuis plus de 10 ans en fait. Il n'avait pas d'appareil auditif adapté.
parce que pas d'emploi, pas d'accompagnement. Donc il a démarré avec nous et on a pu bénéficier d'un accompagnement avec la GFIP. Donc il nous a été redirigé par Cap Emploi, alors d'où l'hyper-importance des partenariats aussi. Donc une personne de la GFIP est venue, nous a expliqué le handicap, l'a accompagné à avoir un appareil auditif adapté, a eu les financements pour ça. Nous a formés, donc quand je dis nous, c'est l'équipe encadrante, l'équipe dirigeante, mais aussi les autres personnes présentes dans la formation, à en fait, on ne savait pas, mais quand la personne parle, il faut faire un petit signe parce qu'elle ne sait pas qui prend la parole dans l'espace. Donc c'est des petites choses comme ça dont on ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, donc cette personne a un appareil auditif, elle entend, elle travaille, elle a une suite de parcours positive, elle a des compétences transversale extrêmement intéressante puisqu'elle sait s'adapter de manière très poussée, elle comprend très rapidement son environnement et voilà, en fait, il manquait ce financement pour avoir l'appareil auditif et c'est une histoire que j'adore. Ouais, c'est magnifique et puis ça permet aussi de pouvoir justement le fait d'intégrer aussi toute l'équipe qui travaille dans la formation. C'est un beau message d'inclusion aussi que d'expliquer à tout le monde comment on s'adapte face à quelqu'un qui a tel type ou tel type de handicap. Comment vous arrivez, alors là aussi très rapidement, à mesurer l'impact de vos interventions et comment vous arrivez à intégrer ça dans le dialogue que vous avez avec les partenaires au quotidien? Qui c'est qui pourrait... Oui, d'accord. Bon, c'est moi qui... Alors, encore une fois, oui, nous, les dialogues de gestion, on en a aussi beaucoup. Donc, effectivement, on est parti des critères, en fait, justement, du dialogue. Alors, voilà, pour prendre de façon très pragmatique, mon côté... Voilà, il faut que je fasse des reportings. Donc oui, moi je me suis basée vraiment sur les critères des dialogues de gestion. Donc quelles étaient les situations à l'entrée, quelle est la situation en sortie. Alors, ça c'est la chose assez basique. Et puis en fait là, nous ce qu'on a aussi envie de mettre, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec notre pôle développement des compétences. Ce sont des entretiens qualitatifs avec nos salariés à l'issue de leur parcours chez nous. Pour pouvoir les interroger sur leur accompagnement, voilà, leur vision de l'accompagnement socio-professionnel, psychologique, encadrement, la formation, et qu'eux puissent nous dire, voilà, oui, moi, ça m'a servi à, et réussir à récupérer du verbatim aussi, et savoir comment eux ont vécu, et ce que nous, on peut aussi améliorer. Donc voilà, donc nous, des retours très, très chiffrés pour répondre à ces problématiques de dialogue de gestion et plus qualitatifs. On en parlait juste avant de commencer le direct. Au niveau des sorties positives, vous avez un chiffre à nous donner à aujourd'hui ou pas forcément? Là, alors nous, au bout de une première année, parce que encore une fois, je demande tout... Expérimentation, voilà. On est proche de 30% de sorties positives. Donc, sorties positives qui vont inclure emploi durable, emploi de transition et ce que nous, on appelle autres sorties positives, c'est-à-dire sorties vers des parcours de formation certifiants qualifiants. OK. Nathan? Allez. Moi, même chose, effectivement, il y a toute une série d'indicateurs donc chiffrés qui sont fruits en tout cas qui permettent de travail de la plateforme et de l'ASP et qui ensuite se traduisent lors des dialogues de gestion. Moi, j'étais ce matin même en dialogue de gestion pour le chantier, le conventionnement 2024. Donc ça, effectivement, c'est quand même une bonne base pour voir un peu l'état des lieux. Et en fait, c'est un outil de pilotage pour nous qui est assez intéressant. Moi, par exemple, là, on s'est rendu compte, effectivement, alors que la problématique d'égalité homme-femme sur l'entrepôt, en tout cas, on avait réussi 2020, 2021, 2022 à être sur 50-50, on en était très fiers. Et en fait, on n'a pas forcément fait gaffe, puisque pour nous, c'était acquis. Là, en fait, on tombe les chiffres et on a perdu 10%, et donc les femmes ne représentent plus que 40%, ce qui traduit un déséquilibre sur l'année, sur les recrutements de 2023. Donc voilà, ça nous permet aussi là de corriger tout de suite. De réajuster. Exactement, c'est des outils de pilotage qui sont extrêmement intéressants. Par contre, effectivement, ils ne sont jamais suffisants dans la mesure où il y a toujours des données complémentaires qu'il faut réussir à faire sortir. Et puis la dimension qualitative. À la fois, il y a des sorties qu'on va considérer comme négatives et pas satisfaisantes, alors qu'en fait, on a fait un travail fantastique et avec les personnes, et elles ont avancé énormément. Notamment, moi, je raisonne beaucoup en termes de... En fait, qu'est-ce qui les éloigne du droit commun? Au-delà du travail, tous les dispositifs de droit commun, quel est le niveau d'éloignement de cette personne quand elle arrive chez nous et quand elle en sort? Et potentiellement, la personne, elle repointe au chômage derrière parce qu'on n'a pas eu assez de 2 ans pour tout faire, mais
quand on rentre dans le détail et dans le qualitatif, effectivement, on a fait quand même beaucoup de choses. Donc ça, voilà, c'est forcément des choses qui permettent d'affiner un peu de qualitatif. Et pour ce qui est des chiffres, donc nous, on est quand même un peu plus anciens, donc on a des chiffres un petit peu au-dessus. On est à 70% de sorties, donc voilà, donc dynamique si on intègre positive, emploi durable et sorties en transition. Et en 2023, c'est 31 personnes qui sortent de notre entrepôt sur 68 personnes qui ont bossé dans l'entrepôt. Bravo, bravo. Jessica ? Alors de notre côté, effectivement, donc on a ces indicateurs de performance qu'on suit. On les a également, on les utilise également post-formation, donc avant l'entrée en parcours d'insertion, parce que certains, en fait, pour nous, c'est un moyen de vérifier aussi la cohérence de la formation qu'on propose, sachant que certains, à l'issue de la formation, veulent poursuivre sur une autre formation plus spécifique. Donc c'était important pour nous aussi de connaître notre impact sur la formation, sachant que ce que vous disiez juste avant, la marche en fait qui a été faite pendant ces 3 mois de formation est extrêmement importante pour nous de savoir et de connaître l'impact qu'on a pu avoir sur la personne. Donc à ce moment-là, on va aller calculer notre impact. On calcule bien sûr notre impact aussi à l'issue du parcours d'insertion. Et effectivement, notre objectif, c'est en fait, on peut avoir plusieurs objectifs qui se dessinent selon les profils. Ça peut être de la remobilisation, donc aller vers quelque chose qui est un emploi, mais peut-être plus différent de celui du développeur no-code. Ça peut être de la formation et ça peut être du no-code ou même du numérique. On a des personnes qui vont sur du numérique un peu plus poussé, comme les métiers du test, par exemple. Voilà. Et donc, oui, en termes d'insertion, aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles puisqu'on est jeune et on n'a pas énormément de volume de personnes. On a un retour à un taux de sortie positif de 86%. Voilà, mais bon, je pense que les chiffres derrière sont aussi plus réduits que ceux que vous avez annoncés. Très rapidement. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est scientifiquement solide en termes de mesure d'impact, mais en fait, juste les nouvelles qu'on prend, qu'on reçoit des salariés, les messages ou quand ils repassent sur l'entrepôt pour dire bonjour, que ce soit l'équipe d'encadrante ou l'équipe de salariés, en fait, quand ils reviennent, voilà, on prend des nouvelles, on sait où ils en sont, on les voit évoluer. Alors parfois, ça stagne un peu après, parfois c'est moins. Voilà, il y a des hauts et des bas, mais voilà, il y a aussi ces éléments-là très qualitatifs et très interpersonnels. On reçoit le petit message, voilà, ils passent nous voir, etc. Et ça, pour le coup, vous avez bien fait de prendre la parole parce que je trouve ça très important et on en avait parlé en préparant cette table ronde. C'est important aussi d'aller au-delà d'un chiffre qui est là. C'est évident de le prendre en compte, mais de prendre en compte aussi tout ce qui est qualitatif autour et qui est important par rapport à tout le travail qui est fait par les équipes. On arrive à la fin de l'échange. Messieurs, dames. Alors là, Arnaud, en tant que grand témoin, je me tourne vers vous pour vous... Voilà, on va écouter un petit peu quels sont les points les plus marquants, quels ont été les points les plus marquants de cette table ronde. Oui, alors j'avais mon ordinateur ouvert et je ne faisais pas que lire le chat passionnant des amis qui nous suivent à distance. J'ai pris quelques notes. Alors c'est un exercice assez modeste. J'ai noté des phrases qui m'étonnaient au sens où elles produisaient une forme de surprise et d'intérêt. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est à quel point l'insertion, je ne parle même pas de l'insertion par l'activité économique, mais l'insertion en général, dont on peut dire que plein de bases ont été posées déjà dans les années 70, début des années 80, se réinvente encore aujourd'hui. Vous avez démarré tout de suite en disant, Aurélie, on est tout neuf, alors qu'on pourrait penser honnêtement en appelant une table ronde sortie positive qu'on est quand même en train de ressasser des recettes qui existent et des principes depuis très longtemps. Et pourtant, vous Aurélie, vous avez dit on est tout neuf et Jessica nous parle d'un métier qui n'existait pas il y a 2-3 ans, qui s'appelle le no-code, d'ailleurs qu'on n'a pas défini. Je mets au défi tous ceux qui nous écoutent de nous raconter ce qu'est le no-code. Donc ça déjà, ça m'étonne, ça me frappe et ça nous donne aussi de l'espoir sur la capacité en fait, de l'insertion à être un écosystème vivant qui se renouvelle en permanence. Une autre phrase que je retiens, c'est une expérience en fabrique de bijoux qui se transfère dans la réparation de cycles. Là aussi, on produit un étonnement, une surprise qui n'était pas attendue, qui n'aurait pas pu être captée par un outil ou une grille, mais qui a été permise parce qu'une discussion libre et avec une bonne médiation s'est faite entre vous et la personne que vous accompagnez. Je retiens aussi l'histoire de proposer à un salarié de monter dans le camion
parce qu'en fait, on travaille avec un partenaire qui fait de l'audiovisuel, et ce n'était pas forcément dans le cadre d'un programme de formation ou de placement de personnes, etc. Non, il y a une opportunité qui se fait, et tout d'un coup, on la saisit. Et là encore, écosystème vivant, chacune de vos structures est à l'intérieur d'un territoire, et vous travaillez déjà avec des acteurs qui sont dans une position dans la chaîne de valeur, mais qui peuvent aussi vous aider et vous entraider. Il y a quelque chose qui n'a pas trop été discuté ici, mais qui a été sur le chat, c'est le concept même de sortie positive. Vous n'avez pas trop challengé ça? Questionné ce concept? C'est questionnaire. On s'est questionné avant. On n'avait pas le temps. Alors que ça a démarré très vite. 2 heures en fait. Est-ce qu'on a 2 heures? Non, on n'a pas 2 heures. Ce sujet-là, c'est dingue. Ouais, c'est une conférence à part entière. Mais une personne dans le chat a démarré tout de suite, c'est quoi une sortie positive? Alors est-ce que c'était une provocation ou est-ce que c'était vraiment une demande de définition précise? En tout cas, on se rend compte qu'il y a quand même un intérêt sur le fait de re-questionner à la fois le concept et la manière dont est calculé cet indicateur avec des propositions assez concrètes, notamment de regarder et de s'intéresser à ce qui se passe quelques années peut-être après ce qu'on appelle la sortie, pour commencer à avoir une vision un peu plus long terme, un horizon de ce qui se passe pour la personne. Donc ça, je trouvais ça aussi assez intéressant. Je continue un petit peu le florilège de ce que j'avais pris comme note. J'ai bien aimé la manière dont vous racontiez comment vous provoquez des rencontres, et des rencontres dans les deux sens. Vous faites en sorte que vos structures soient des lieux d'accueil de personnes externes, employeurs, recruteurs, autres salariés, porteurs de handicap, etc. Bref, on mélange tout le monde, et on mélange tout le monde dans les deux sens. Donc on envoie les gens chez les autres viennent chez nous, bref, on s'hybride, encore une fois, organisme vivant. Et on est en réseau, vous nous l'avez dit, réseauter, ça fait partie du boulot et du métier, il faut l'accepter. En fait, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais finalement, ce que vous avez tous dit, c'est que c'était plutôt un argent bien investi, puisque derrière, il se répercutait sur l'accompagnement et la capacité à aider les personnes. Il y avait un jeu de miroir intéressant sur un renversement de posture à un moment qui a été évoqué. Notamment, je ne sais plus si c'était Nathan, mais faire de la personne accompagnée un aidant. Ou même quand tu parlais du mentorat, sur le fait que ceux qui mentorent peuvent aussi être aidés par ceux à qui le mentorat bénéficie. Et ça fait écho à ce que Jérémy Dumoulin nous dit dans le chat, je le cite in extenso pour ne pas le trahir. À mon humble avis, l'insertion, ce n'est pas juste emmener une personne à répondre au code, c'est aussi emmener les organisations à modifier certains de leurs codes et bannir le c'était mieux avant. Et voilà, je trouve que il y avait un écho intéressant sur ce jeu de miroir entre les principes qu'on prône et qu'on discute ici et puis ce qui se passe dans la vie des personnes que vous accompagnez. Voilà, ça nous donne aussi plein d'idées, à nous, à Sandrine et moi, pour les produits de la plateforme de l'inclusion, de mettre en avant peut-être des outils. On voit l'intérêt que ça a. Là, il y a eu près d'une vingtaine d'outils qui ont été cités dans le chat et par vous. Et peut-être qu'on a un rôle sur le fait de les rendre plus disponibles. Porter des messages aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent combien l'immersion professionnelle est intéressante, mais par exemple, elle n'est pas possible, on le sait, dans des structures d'insertion par l'activité économique. Donc ça peut être intéressant aussi de rediscuter et de voir comment, dans les groupes de travail, on peut aborder cette question. Je me note aussi, avec l'équipe du pilotage de l'inclusion qui travaille sur les tableaux de bord et les analyses, je nous fixe un peu un défi que vous nous avez lancé là, c'est comment, c'est ce que tu disais Nathan, comment on capte cette valeur ajoutée qui est créée par vous en termes de capital humain. Certaines sorties ne sont pas positives et pourtant une vie a changé et un certain nombre de problématiques ont été résolues. Or, on doit trouver une manière de le valoriser aussi dans les indicateurs et dans la manière dont l'État, le groupement d'intérêt public, plateforme de l'inclusion, vous regarde et vous aide. Donc c'est un voilà. impact social, c'est une mesure de l'impact social. Oui. Il faut qu'on arrive à trouver. Et donc merci infiniment pour cet échange. J'étais un heureux témoin aujourd'hui. Super. Est-ce que vous auriez un rapide tour de table, un dernier mot chacun par rapport à cet échange qu'on a eu, ces échanges qu'on a eu aujourd'hui? Je commence. Allez. Alors moi déjà je suis ravie de vous avoir rencontrés et vous tous pour le coup et pour moi je pense que c'est un vrai c'est le vrai début de vous disiez on se réinvente. Là concrètement nous on va se retrouver les secteurs parce qu'on a tous in fine le même objectif, c'est d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, situation de handicap ou pas. Donc je pense que tout ça c'est hyper intéressant et on est tous des maillons d'une chaîne d'accompagnement de personnes. Donc merci pour tous. Nathan. À peu près la même chose. Au même titre que les chargés d'accompagnement doivent prendre du temps un peu pour prendre du recul sur leur pratique, etc. Je trouve que la discussion qu'on a là est extrêmement intéressante puisque ça met des mots sur des choses qu'on fait au quotidien, alors pas de manière machinale, mais en tout cas, on est dans un run quotidien. Là, pour le coup, on peut en échanger et puis ça fait écho
via les gens qui nous regardent, via le chat, etc. Donc c'est voilà, assez intéressant de pouvoir... et puis même, en fait, il y a des idées à prendre partout. Là, moi, j'ai retenu des trucs qu'il va falloir que je ramène dans mes bagages. Donc enfin voilà, très très content de cet échange. J'espère que ça aura été utile pour les personnes qui nous suivent. Merci pour l'invitation et puis merci beaucoup pour l'animation quand même. Merci beaucoup. Pour cette table ronde. Voilà. Merci Nathan. Jessica? Moi, ce que je note, c'est finalement d'un point de vue parcours d'accompagnement, toutes les personnes qui interagissent ou qui, à un moment donné dans ce parcours, Oui. ont quelque chose à apporter, aussi bien déjà l'accompagner lui-même que la personne, qu'elle soit conseillère d'insertion professionnelle, qu'elle soit directrice de structure ou plateforme de l'inclusion aussi. Voilà, et je pense qu'effectivement, il y a besoin de créer ce lien et de le conserver et de le maintenir aussi dans la durée, comme on se disait. Donc merci pour cet espace de parole. Moi, je profite d'une minute pour faire la pub Même des ateliers. Même pas une minute. Et donc, tu disais faire le lien, la prochaine table ronde, ça s'appelle Travailler en réseau. Ça démarre à 15h15. Donc, tous ceux qui nous écoutent peuvent aller sur le site, recliquer sur Programme et regarder les ateliers qui ont déjà démarré ou qui vont bientôt démarrer. Donc, je parlais de la table ronde Travailler en réseau. Il y a également un atelier sur la découverte de la cartographie de l'offre d'insertion. Globalement, comment on fait sa veille et est-ce que la plateforme de l'inclusion peut vous aider. Il y a aussi un forum pour tous ceux qui utilisent, et ils sont nombreux, le service Immersion Facilité. Si vous avez des problèmes, des demandes, une exigence, ou si vous voulez remercier l'équipe, ils sont connectés jusqu'à 16h. Et tout ça, c'est des liens auxquels vous pouvez accéder en allant sur le programme. Ok, bon, très bien. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation, à tous les quatre. Et puis, tous ces retours d'expérience, toutes ces choses que vous avez partagées, ces outils. Je remercie également toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en live, en direct, mais aussi toutes les personnes qui vont regarder les replays, puisque à partir du moment où vous êtes inscrite, vous avez eu le lien du replay. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.